entamer cette émission, commençons justement avec le marché obligataire avant les réunions de Banque Centrale. Et c'est Nicolas Leprince qui est avec nous en plateau pour en parler. Gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Avant de parler du mois de mai et des prochaines décisions des banques centrales, il faut revenir quand même sur le mois de mars qui est encore récent dans les esprits et qui a profondément modifié la psychologie des marchés, des investisseurs, Nicolas? Oui, très clairement. Depuis le début de l'année, on était sur toujours la poursuite de la thème sur l'inflation ou la désinflation. On voyait des chiffres d'inflation qui surprenaient un petit peu à la hausse. Et là, la psychologie a changé et les marchés se tournent beaucoup plus vers le côté systémique du secteur bancaire américain, peut-être européen, la croissance, l'impact qu'on va avoir sur la croissance. On a vu que la Fed l'a largement pris en compte, puisqu'au final, au lieu de monter ses taux de 50 BP, comme ce qui était un peu promis par Jerome Powell, elle n'a fait que 25 BP. On voit des membres de la Fed, Goolsbee encore hier, nous dire que c'est quelque chose à prendre largement en compte, que dans les indicateurs de marché, cette contraction du crédit, ce qui se passe au niveau du système bancaire américain, c'est certainement équivalent à 25 à 50 points de base de hausse de taux. Donc là où on voulait peut-être atteindre 5,75 aux États-Unis, on n'a certainement plus besoin. Et donc les marchés refocusent sur la croissance, sur les risques systémiques. Ouais. Ça a eu un impact fort sur la corrélation. Alors, désolé d'être un tout petit peu technique, mais c'est important. Ça donne certainement du vent arrière au marché obligataire. Puisqu'on a vu que là où tout au long de 2022, on avait une corrélation qui était ce qu'on appelle positive. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, le prix des obligations baissait également. Et bien, ça a été complètement l'opposé au mois de mars. Et on est re-rentré dans un régime de corrélation négative avec des marchés obligataires qui nous protègent globalement dans tout ça. Et ça, c'est une clé quand même pour la stabilité des investissements dans une gestion diversifiée, par exemple. Exactement. Quand on prend, nous, notre point de vue sur les obligations, depuis le début de l'année, on a été soit neutre, soit positif. Et ce changement de corrélation, c'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire quand on a un scénario de désinflation comme ce qui était le nôtre, même s'il est peut-être un peu moins prononcé que ce qu'on attendait, très clairement, dans un schéma de désinflation, on retrouve des corrélations qui sont bonnes avec des banques centrales qui sont certainement un peu moins agressives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Non. Alors, attention. Mais oui. C'est plus le sujet numéro un. C'est plus le sujet numéro un. Mais l'inflation n'est pas revenue à 2% pour autant. Non, exactement. Les chiffres d'inflation, celui qu'on aura cet après-midi, c'est toujours des chiffres qui sont importants pour les marchés financiers. On va beaucoup les regarder, on va beaucoup les commenter. Ouais. Mais on n'est pas certain que ce soit le principal chiffre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, pour une banque centrale, il y a quand même beaucoup plus d'inflation que ce qu'elle pensait. Ce mois-ci, c'est le premier mois que l'inflation cœur aux États-Unis sera supérieure à l'inflation totale, c'est-à-dire en dehors des éléments volatiles. On a, quand on prend le pricing de marché sur l'inflation aux États-Unis, quand on prend le glissement annuel qui est attendu en juin 2023, ce glissement annuel de juin 2023, en début d'année, il était attendu un peu au-dessus de 2%. Ben, aujourd'hui, il est attendu à plus de 3%. Donc, ça veut dire bien qu'on a quand même beaucoup plus d'inflation qu'attendu. Pourquoi ? Parce que le marché de l'immobilier contribue toujours très positivement à la croissance de l'inflation. On va dire, le consommateur est résilient, les salaires continuent d'augmenter. On verra... là, sur les derniers chiffres d'emploi, on a eu ce qu'on appelle les average hourly earnings, c'est-à-dire les salaires horaires, qui ont plutôt eu tendance à baisser. Mais il y a d'autres indicateurs qui pointent toujours sur des salaires qui sont assez dynamiques aux États-Unis et en zone euro également. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflation, ça veut juste dire que les banquiers centraux ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et l'inflation est certainement plus le cœur du problème aujourd'hui. La fonction de réaction des banques centrales change, évolue, s'adapte à un environnement où le risque financier, voire systémique, est plus important qu'il ne l'était il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça implique en matière de décision et en termes de stratégie pour la politique monétaire future ? Partant toujours de l'idée que l'inflation n'est pas revenue à 2% et que le problème de l'inflation reste quand même là sous nos yeux aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles auront du mal à couper les taux. Très clairement. Elles auront du mal. Le marché, on va dire, est logique. C'est-à-dire que le marché anticipe que les taux vont baisser d'ici à la fin de l'année aux États-Unis, ce qui est relativement logique dans une phase de stress. Mais les banques centrales nous disent qu'elles ne vont pas vouloir le faire. Donc on en revient sur le momentum de dégradation, soit de la croissance, soit d'un événement plus spécifique sur le secteur bancaire. On voit bien que le marché s'attend encore à d'autres événements. On verra les résultats, en effet, de First Republic vendredi, mais ça sera, je pense, très difficile. Je cite cette banque, mais il y en aura d'autres. Très difficile de les lire, mais c'est vrai que l'impact de la croissance est assez diversifié en ce moment. On voit bien qu'aux États-Unis,
On prend les ISM qui ont été publiés la semaine dernière, donc des indicateurs d'activité avancés, sont des indicateurs qui ont pas mal baissé. Et notamment dans ces composantes, les composantes de nouvelles commandes ont beaucoup baissé. Nouvelles commandes soit manufacturières, soit dans les services. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pris assez négativement ou de façon assez prudente par les marchés financiers. Si on regarde le reste du monde, si on prend des indicateurs d'activité globaux, on n'est pas du tout sur un ralentissement très marqué. Non. On prend ce qu'on appelle les Global PMI. En fait, on est quelque chose qui est en rebond, qui montre un peu qu'on est pratiquement au potentiel de croissance globalement dans le monde. Et donc, est-ce qu'on va avoir une dichotomie avec les US qui ralentissent plus fort que le reste du monde? On a vu les PMI chinois, notamment, qui étaient plutôt bons. Chez les drames, on a plutôt l'impression qu'on ne va pas avoir de découpling. Et que les leaders, c'est toujours les US. Si les US calent, certainement, le monde calera également. Ouais, ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochains mois va se retrouver, alors avec plus ou moins de décalage, mais se retrouvera chez nous en Europe, en l'occurrence, si on parle de la zone euro. De ce côté-là, les indicateurs qu'on va beaucoup regarder, ça va être vraiment le comportement du consommateur US. Ouais. Donc si on regarde cette semaine, oui, le chiffre d'inflation est important, mais le chiffre de vente au détail qu'on aura vendredi aux États-Unis est aussi extrêmement important pour nous. Ouais. Quand on prend la confiance du consommateur aux US, on a eu des enquêtes qui ont été faites après la faillite de SVB, donc la banque américaine qui a fait faillite. La confiance du consommateur américain n'était pas si mauvaise que ça. Non. Donc on est vraiment dans des eaux un peu troubles, ouais. Et on est toujours très centré sur les US et la lecture qu'on va avoir sur les États-Unis. Comment on réfléchit à la vitesse et l'ampleur à laquelle le credit crunch peut s'intensifier partant notamment des événements bancaires du mois de mars, sachant, et beaucoup l'ont noté, que déjà les mois précédents, les conditions d'octroi de crédit bancaire commençaient à se resserrer, et en Europe, et aux États-Unis. Exactement. On avait déjà des croissances de masse monétaire, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, qui étaient négatives, year over year. Donc on voyait bien qu'il y avait un ralentissement. On a plutôt l'impression que mars, c'est une accélération de ce phénomène, avec une prise en compte peut-être un peu plus forte, soit par les marchés financiers. On verra les provisionnements au sein des grandes banques, savoir si ça augmente énormément, ce qui va être un signe d'anticipation de resserrement encore des conditions de crédit globalement. Mais on part déjà de conditions qui se dégradent depuis 6 à 12 mois de façon assez généralisé. L'impact sur la croissance, il sera forcément important. Mais si on regarde le multiplicateur monétaire, c'est-à-dire est-ce que la croissance de la masse monétaire a un impact très fort? On voit bien que les multiplicateurs sont relativement faibles en ce moment. Donc, est-ce que ça aura un impact très fort sur la croissance? Non. Donc c'est pour nous vraiment le consommateur américain qui fera la croissance encore. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des marchés de crédit, notamment de ce point de vue-là, Nicolas? On va parler des marchés actions dans un instant avec, alors là, une volatilité, un VIX qui montre quand même une détente réelle, un apaisement réel sur les marchés actions. On a vu beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires, de dette souveraine. Qu'en est-il notamment aussi des marchés de dette d'entreprise? Est-ce qu'il y a un début de stress ou des signaux faibles d'un stress potentiel de ce point de vue-là, Nicolas? Alors, les marchés sont très partagés sur cette question, puisque ça va vraiment dépendre du scénario de croissance. Ce qu'on voit, c'est que le marché de crédit ne montre pas de signaux de stress très importants. Forcément, il y a eu un stress assez important sur le secteur bancaire, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé sur Crédit Suisse, il y a eu un impact assez fort. Mais quand on prend les marchés de crédit globaux, qu'ils soient investment grade, qu'ils soient high yield, qu'ils soient corporate, on n'a pas de signaux extrêmement forts qui nous incitent à être extrêmement négatifs sur ces classes d'actifs-là. Il faut avoir en tête que forcément, si on rentre dans une récession, les spreads de crédit ont tendance à plutôt monter, donc c'est plutôt négatif sur cette classe d'actifs, mais on part déjà sur des niveaux qui sont déjà très importants. Donc non, il n'y a pas de stress particulier, on sera attentif bien sûr s'il y a des événements de crédit particuliers, mais pour le moment, on va dire la robustesse de la croissance, on va certainement vers un chemin de décélération, mais la robustesse de la croissance fait que les entreprises ont pu se refinancer de façon très importante en 21, en 22, en 2020 également, et il n'y a pas de stress très important pour le moment sur les marchés de crédit. Qu'est-ce que ça implique en matière de stratégie d'investissement dans l'univers obligataire aujourd'hui, Nicolas? Est-ce que c'est le moment d'aller reprendre de la duration? Je sais que beaucoup d'investisseurs étaient un peu partagés, voire frileux pour certains sur cette question de la duration. Est-ce que le mois de mars et les événements du mois de mars changent la donne de ce point de vue-là? C'est ce que j'ai dit sur la corrélation. Forcément, l'obligataire a beaucoup plus de place dans un portefeuille diversifié.
Localement, il nous semble que l'effet de stress du mois de mars a peut-être plongé les taux sur des niveaux qui sont peut-être un petit peu trop bas. Donc globalement, chez Edrame, on va rester plutôt neutre sur les obligations d'un point de vue global. Et on va toujours chercher à avoir beaucoup de carry dans nos portefeuilles. Ça va être des parties courtes de courbes de taux sur du crédit, ça va être des instruments monétaires dans les portefeuilles, avec plutôt l'optique de plutôt renforcer la duration sur des remontées de taux qui seront pour nous relativement limitées. Ça, il y a une logique buy the dip dans le marché obligataire. Chaque fois qu'on verra le marché obligataire corriger un peu trop fortement sur la partie longue, ça veut dire des rendements qui remontent, ce seront des points d'entrée à certains niveaux, en tout cas. On peut se dire que les taux ont déjà un petit peu baissé, ça c'est sûr, mais quand on regarde le positionnement des acteurs de marché, on voit qu'ils sont globalement neutres. Ils sont pas venant de très short, j'imagine. Très short sur les années 2021-2022. Ils sont revenus globalement neutres avec cet événement, ce qui fait qu'il y a encore de la place pour avoir plus d'attrait pour le fixed income dans les portefeuilles. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, à un peu moins de 2 heures maintenant de la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars, qu'on débriefera évidemment dans l'émission ce soir à partir de 17h.